Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir discuter avec Gilles Michaeli. Alors, Gilles, vous êtes directeur de la publication du journal Causeur et du journal Conflit. Vous êtes historien, même docteur en histoire à l'École des hautes études en sciences sociales. C'est bien ça? Oui, Et la raison pour laquelle je voulais discuter avec vous, pour être tout à fait sincère, c'est que depuis le déclenchement du massacre du 7 octobre en Israël, par le Hamas, j'ai entendu et j'ai lu beaucoup d'analyses, de commentaires sur ce qui se passait euh, en Israël et à Gaza. Et pour être franc, la plupart de ces analyses m'ont paru vraiment sans valeur, dans le sens où la plupart des gens ne connaissent pas vraiment Israël ou parlent de ces pays sans y être jamais allé. Là, je sais qu'avec vous, je n'aurai pas ça parce que vous avez la connaissance de ce conflit centenaire et de cette région surtout. Alors, première question, comment allez-vous? bien, merci. Et Bien. vous? Ça va, je suis à Jérusalem. J'ai atterri en Israël le 4 septembre. J'ai eu le nez fin, on peut dire. Je voulais passer un peu de temps en Israël. Et là, actuellement, je suis à Jérusalem et vous pouvez voir, pour ceux qui regardent la vidéo, derrière moi, le sud de la ville, l'ouest, pardon, de la ville, et à ma droite, le sud. J'ai une très belle vue. Alors, la première chose que je voulais évoquer avec vous, déjà le rappel des faits. Donc, des milliers de terroristes, je crois qu'on parle de 4 000, 5 000, je ne connais pas le nombre exact. Donc, une armée de terroristes a pénétré en Israël et depuis Gaza, par moyens terrestres, aériens et maritimes. Et ils ont massacré, à ce jour, je crois que le compte, c'est 1 400 hommes, femmes et enfants. Ils ont torturé, violé et pris en otage, je crois, 210 personnes, hommes, femmes et enfants, à Gaza. Je voulais parler des médias rapidement. J'ai un peu fait mon travail avant de discuter avec vous, notamment l'épisode de l'hôpital Al-Ali Arabi à Gaza. Donc, on sait ce qui s'est passé. Enfin, on connaît donc il y a eu un bombardement en fait, a priori pas sur l'hôpital, mais au début on a cru que c'était l'hôpital. Le New York Times a tout de suite parlé d'une frappe israélienne qui tuait des centaines de personnes dans un hôpital selon les Palestiniens. Le New York Times a quand même dit selon les Palestiniens, ce qui veut quand même dire selon le Hamas, entre parenthèses. Le ministère de la Santé de Gaza, selon Médecins sans frontières, c'est aussi un article que j'ai lu dans Causeur, sans jamais préciser que c'était Hamas. Bref, on commence à comprendre qu'il y a des indices convergents qui montrent que c'est très possible qu'Israël ne soit pas impliqué. Et en fait, j'ai commencé à faire mon petit travail de recherche. Alors, ça n'a pas empêché la rue arabe, comme on dit, de s'enflammer, le monde musulman d'être en colère, etc. Je ne vous parle même pas des réseaux sociaux. J'ai dû les éteindre à un moment parce que ça devenait complètement cinglé. Mais il y a eu beaucoup d'événements similaires à cet hôpital, hein, depuis que le Hamas est à Gaza et a le pouvoir à Gaza. En 2014, je lis en même temps, Gabriel Barbati, qui était un journaliste, il a attendu d'être parti de Gaza pour confirmer que 9 enfants avaient été tués par les roquettes du Hamas, alors qu'on accusait unanimement Israël. Il a dit qu'il ne pouvait pas le dire quand il était à Gaza. En 2021, et je finirai là-dessus, Israël a détruit 12 étages d'un immeuble à Gaza, on s'en souvient, où Associated Press travaillait. Et Israël a dit qu'il a bombardé l'immeuble parce que le Hamas avait un de ses quartiers généraux. Et alors évidemment, ça a été nié. L'ONU a dit que c'était un scandale, le droit de l'homme, etc., massacre, etc. D'accord. Et Matty Friedman, qui était un ancien de l'Associated Press, a expliqué exactement ce qui se passait et que ses collègues de l'Associated Press voyaient fréquemment les roquettes partir juste à côté de l'immeuble et qu'ils savaient que le Hamas avait son quartier général dedans. Et en fait, la question que je me suis posée, c'est un secret de polichinelle, pour répéter l'expression que j'aime bien, que les médias ne sont pas libres à Gaza, que le Hamas contrôle l'information et que on sait très bien que le Hamas n'a pas un grand intérêt pour sa population. Beaucoup de roquettes, comme je l'ai dit, ont tué des enfants. Les roquettes, des fois, tombent sur les civils. Ils n'hésitent pas à tirer depuis les hôpitaux ou depuis les mosquées, etc. Comment expliquer que les médias, de manière répétitive, continuent à jouer ce jeu, en fait, qui est un jeu de dupes, mais c'est un jeu dangereux. C'est relativement simple. On sait quelle est l'évolution du monde universitaire depuis les années 60-70. Et les journalistes, c'est un sous-produit de départements de sciences sociales et des sciences humaines des universités occidentales.
Et la production globale de sciences sociales et sciences humaines des universités occidentales, aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Allemagne, ailleurs, c'est cette histoire de les grands coupables, la culpabilité intrinsèque de l'Occident Mhm. et l'innocence aussi intrinsèque de tous ceux qui n'appartiennent pas à À l'Occident. l'Occident. Et évidemment, il y a des exceptions, il y a même beaucoup d'exceptions, mais on sait ce qui se passe dans les campus et dans les universités. Et les travaux de recherche deviennent après ces genres de... euh, comme il y a djihadisme d'atmosphère, il y a d'autres atmosphères. Et le monde intellectuel occidental est un terreau sur lesquels poussent les journalistes. Les Mhm. journalistes sur la chaîne alimentaire intellectuelle, ils sont quelque part entre les profs de lycée et les profs d'université. Ils font un métier intellectuel, mais ils font rarement un travail de fond et des recherches intellectuelles. Ils sont nourris des travaux des historiens, des philosophes, des sociologues, etc., etc., qui deviennent après une sorte de dogme et qui nourrissent les gens qui deviennent journalistes, qui construisent leur vision du monde. Et c'est pour cela que les rédactions sont remplies des gens qui sont à l'image de ce que produit les universités occidentales depuis 50 ans, en majorité. D'ailleurs, c'est Voilà. pas unique à. C'est très intéressant ce point. Je réfléchis en même temps. C'est pas unique à Israël. Je dis qu'il y a beaucoup de Juifs qui pensent que c'est Israël est une exception et que les journalistes sont sinon sont extrêmement honnêtes quand il s'agit pas d'Israël. Mais je me souviens mon père qui m'avait raconté comment, par exemple, les Khmers rouges avaient été traités en France par les médias. Mhm. C'est-à-dire une sorte de mise sous le tapis de Bien tout ce sûr, qui pouvait accuser ou endommager la réputation des Khmers rouges. Et d'ailleurs, bien c'était sûr, pareil aussi pour Mao. Je veux dire, bien sûr. Mao Tse-tung était un héros, un libérateur, un sauveur, un messie, en fait. Euh, et on parlait pas du tout de tous ces massacres et de ces millions de personnes et de la famine, Évidemment, etc. Et évidemment, évidemment. Et c'est vrai pour les États-Unis, c'est vrai pour la France en Afrique. euh, voilà. alors, j'ai l'impression, et ça c'est vraiment une impression personnelle, parce que j'ai vécu longtemps à Londres, où je vis toujours d'ailleurs, mais euh, j'ai l'impression que dans le monde anglo-saxon, il y a quand même on nourrit quand même, on met en valeur le débat. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'idéologie aussi. J'ai lu beaucoup d'articles de The Economist ou de Financial Times sur le conflit israélo-arabe, qui aussi était à charge uniquement contre Israël, mais on voit quand même dans les émissions de télé ou même dans les journaux, on voit quand même des joutes verbales, c'est très anglo-saxon, en tout cas anglais, alors qu'en France, j'ai l'impression que c'est vraiment devenu des petites chapelles en tout cas, en l'occurrence, en ce qui concerne Israël, vous parlez d'un travail intellectuel des journalistes. Je lis la presse française depuis une trentaine d'années. En ce qui concerne le conflit israélo-arabe, c'est du copier-coller de l'AFP. C'est pas dit que c'est du travail intellectuel dans le sens où ça appartient à la même famille que J'ai compris. l'université. C'est-à-dire, euh, globalement, un avocat, son travail, c'est pas la vérité, son travail, c'est travailler pour son client. En politique, son travail, c'est pas la vérité, c'est de forger des majorités, de s'emparer Tout à des fait. pouvoirs, d'exercer le pouvoir. Un Tout à fait. journaliste, un professeur d'histoire, c'est quoi son travail? La vérité. Après, il peut mentir, il peut pas faire son travail, mais si on définit l'essence de son travail, c'est essayer d'arriver à une certaine vérité, que ce soit sur un chien écrasé ou sur la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas le rôle d'un politique de faire de trouver la vérité, c'est pas le rôle d'un médecin, c'est pas le rôle d'un chacun à sauver des vies ou défendre n'importe qui, etc. Et c'est tout à fait honorable. Ce qui est en commun pour les métiers intellectuels, c'est la recherche de vérité. Tout à fait. Dans ce sens-là, le journaliste appartient à la même famille que les profs d'université. J'ai Mais compris. il est plus bas, il est plus bas dans la chaîne alimentaire. Il y a en production, il y a des gens qui produisent des visions du monde et des représentations. Et eux les Euh, consomment.
Et eux, ils font partie des gens qui, après, ça arrive après 30 ans, par les jeux de manuels scolaires jusqu'à collège. Hmm. Voilà, donc les travaux d'historiens aujourd'hui, c'est les manuels scolaires de 2070, pardon, oui, de 2050 à 2060. Ah, ça. Hmm. Comme ce qui semble aujourd'hui à tout le monde être en évidence sur l'histoire du monde, c'est les travaux des années 70-80. Hmm. Et les journalistes sont sur cette chaîne-là. C'est-à-dire, ils passent à la fac un petit peu, pas trop, après ils lisent quelques livres, après, voilà. Et donc, ils participent dans cet écosystème intellectuel. Et contrairement aux chercheurs qui sont à la source, eux, ils diffusent énormément. Et donc, un petit type, un petit jeune qui a fait l'école de journalisme de Lille et qui se trouve à 22 ou 23 ans à France 2, il a une influence énorme. Et si il diffuse, il prend des décisions, des choix des sujets, des choix des titres, etc., qui correspondent à ces terreaux intellectuels produits en Occident depuis 30 ou 40 ans, c'est comme ça qu'il participe dans cet En fait, écosystème. ce que je dirais en termes mathématiques, c'est très intéressant, je trouve, cette discussion. On a inventé une nouvelle discipline, c'est la mathématique journalistique. En fait, il y a du bruit qui se crée et qui grossit de plus en plus, en plus couplé à de l'idéologie. Donc Bien sûr. forcément, entre les historiens Qui et la connaît, fin de la chaîne, le qui journaliste, connaît, c'est qui connaît Badiou? S'il n'y avait pas de journalistes, qui connaît Badiou? Et donc les gens lisent Badiou, Bourdieu, etc. Et après, une version Reader's Digest de ces gens-là arrive après, ça devient dogme pour des gens qui font l'école de journalisme de Lille ou d'autres écoles de journalisme, je ne sais pas où. Et à 23, 24 ans, c'est leur bagage intellectuel. Pour eux, c'est la vérité révélée. Et après, pendant 30 ans qu'ils exercent, après, ils donnent des cours quand ils ont 35 ans dans l'école de journalisme comme de vieux de la vieille, et ils participent dans des commissions qui sélectionnent les gens pour entrer dans l'école de journalisme, et comme ça, ils perpétuent et ils diffusent ces dogmes qui est produit dans les universités occidentales. et c'est pour ça on se retrouve avec des situations kafkaïennes à Gaza, par exemple, puisque j'ai fait mon travail, hein, j'ai fait mes devoirs, où on voit un hôpital, c'est pas, je l'ai noté ici, c'est l'hôpital Shifa, c'est un autre hôpital à Gaza, où le Hamas a aussi un quartier général, et il intime l'ordre aux journalistes, quand des corps de terroristes arrivent, qui ont été tués par Israël, arrivent à l'hôpital, il intime l'ordre aux journalistes de raconter une histoire de civils, hein, de dire que c'est des civils en fait qui ont été tués honteusement par Israël, et les journalistes obéissent en fait. C'est complètement kafkaïen, mais ça maintenant, enfin, c'est vrai que Qu'ils obéissent, qu'ils obéissent, c'est une chose, mais en fait, le plus grave problème, c'est qu'ils se disent, c'est pas grave, il y avait des corps de civils avant que je n'arrive. Quand j'ai pris mon sandwich, il y avait sûrement des corps de civils que j'ai pas vus et que j'ai pas filmés. Donc maintenant, je vais filmer les corps d'un combattant, je vais dire que c'est un civil, mais c'est pas grave, parce il y mm, avait des civils que j'ai pas vus. mm, Donc, on est dans la perversion. C'est comme avec l'affaire Mohamed Al-Doura, l'enfant de tout à fait, 2000. tout à Il fait. disait, oui, bon, d'accord, alors les Israéliens n'ont pas tué cet enfant-là, mais ils ont tué 1000 autres. Alors, est-ce que c'est C'est si pas grave? grave. Mm. Exactement. Et donc, voilà. Mais pour cela, il faut avoir tout cet héros-là et toute cette cascade qui commence avec les travaux universitaires et qui, après, devient les terreaux intellectuels pour les DUG, le premier cycle, le deuxième cycle de sociologie, de ceci, de cela, partout dans le monde. La faune qui va après peupler les écoles de journalisme est nourrie à ça. Et après, ils sont dans les rédactions, puis dans 30 ou 40 ans, d'abord à travailler l'information et puis à sélectionner et former les générations qui vont le remplacer dans le média. Si on remonte la chaîne, on remonte aux intellectuels et aux chercheurs. Il faudrait quand Exactement. même essayer de comprendre pourquoi, dans le conflit israélo-arabe, et c'est une question, à mon avis, on n'aura pas de réponse, mais ça m'a toujours interloqué, pourquoi les chercheurs ou les gens qui se plongent, les universitaires,
sont incapables de raconter ou d'expliciter des faits historiques. C'est-à-dire que pourquoi certains faits historiques sont mis complètement de côté. Il y a quelque chose, bon, c'est assez partial, et c'est pas vrai pour tout le monde, mais c'est un petit peu comme en France, que on tombe à bras raccourcis sur tout ce qui peut rappeler, euh, tout ce qui peut s'apprêter à la Deuxième Guerre mondiale, parce que on a raté Ouais, 1940, mais chaque fois que quelque chose rassemble de près ou de loin en 1940, là, on peut gagner, et c'est facile. Donc, on est les résistants de 1945. Alors, Israël, c'est un petit peu le décolonialisme pour les pauvres. ah, Ceux qui n'étaient pas là pendant la guerre, pour être courageux, pendant la guerre d'Algérie, ceux qui étaient trop jeunes ou qui ne sont pas encore nés pour manifester contre la guerre de Vietnam, ben voilà, on peut toujours et à peu de frais avoir un photo de Che Guevara dans sa chambre, un keffiyeh autour de cou et être anticolonialiste entre 18h et 19h. être du bon côté, en fait. Ouais. C'est pour ça Ouais, que exactement. j'ai vu des petites émissions comme ça qui traînent sur Twitter ou des gens qui se mettent sur Instagram pour expliquer le conflit israélo-arabe et qui commencent l'histoire en 1948. Donc, Ouais. c'est très intéressant. Ou en Oui, bon, 1967. après, Très intéressant. beaucoup de choses, et j'ai fait un peu des raccourcis, mais il faut comprendre que c'est ce qui se passait dans les têtes de milliers et des milliers de personnes qui ont la main sur le robinet d'information cette nuit de l'explosion dans le parking de l'hôpital à Ali. C'est quand même extraordinaire. Et il faut, ça va très très loin. C'est pour cela que je voulais généraliser un petit peu et expliquer Tout ça comment vient. une atmosphère intellectuelle est créée pendant des décennies. Et après, ça s'est traduit pendant des secondes où l'information arrive. Il faut tout de suite prendre une décision. Je crois, j'y crois pas. Et puisque c'est mauvais, je crois que c'est Israël. Et après, quand j'apprends que ce sont les Palestiniens qui ont menti, on dit c'est pas grave, ce sont des victimes. Voilà. Donc pour conditionner ces deux états d'esprit, il faut des décennies de travail intellectuel partout dans l'Occident. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça que, enfin, c'est ce que je vais dire. Il y a beaucoup de gens qui le savent, mais quand je me rappelle, ça m'avait choqué à l'époque, quand il y avait eu le massacre d'Itamar, une localité qui se trouve dans ce qu'on appelle les territoires, une famille entière avait été massacrée, y compris les bébés, et on avait lu dans Le Monde ou Libération, les deux d'ailleurs, que des bébés colons avaient été tués. Ils n'étaient pas bébés en fait. C'était surtout des bébés colons. C'est pas des êtres humains. Et c'est intéressant, c'est-à-dire que ça, c'est maintenant je comprends. D'ailleurs, je comprends mieux la chaîne. Je vois bien d'où ça vient. Je vous remercie beaucoup de cette discussion. Je trouve ça très intéressant. J'espère que les gens qui regarderont la vidéo ont appris beaucoup de choses. Euh, voilà. J'espère que les prochaines semaines ou mois apporteront des nouvelles plutôt positives. C'est à cela que sert l'espoir. Exactement. Ayons de l'espoir. C'est le mot de la fin. Ayons de l'espoir. Et merci beaucoup, Gilles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.